Bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 15 février 2026 et notre cher ami, notre frère Ray McGovern est avec nous. Bon retour parmi nous, Ray. Merci Nima, content d'être de retour et content de te voir en un seul morceau. Oui, exactement. Merci d'appuyer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher plus de monde. Je veux commencer, Ray, par notre cher ami qui est décédé pendant que j'étais en Iran, Graham Fuller. Nous avons fait notre dernière émission ensemble avec Graham avant que je quitte le Brésil pour aller en Iran. Et je veux passer un court extrait de ce qu'il a dit dans cette dernière émission que nous avons faite ensemble. L'autre chose, c'est que Poutine comprend clairement que Trump a besoin d'un moyen de sauver la face à cet effondrement total en Ukraine. Zelensky, c'est fini. Je veux dire, il peut aller à Rome ou tu sais, n'importe où. Porto Rico. Tet, can you was a person? Très probablement. Très probablement pour rejoindre son associé. Très probablement. Cela a vraiment du sens. Mais à un certain moment, je veux dire, j'y ai toujours réfléchi. Comment Trump, comment Poutine peut-il aider Trump à sauver la face après une défaite catastrophique? Et peut-être que la distraction du Venezuela, ou l'argent qui pourrait venir du Venezuela, peut-être que les Européens pourraient en avoir une part, je ne sais pas. Mais une partie de cet argent vénézuélien pourrait servir à adoucir, à atténuer et l'ampleur totale des défaites en Ukraine. Oui, il n'est plus avec nous, Ray. Et nous parlons encore du conflit en Ukraine. Où en est-on en Ukraine? Je pense qu'il vaudrait mieux commencer par Graham. Quelle est ta compréhension de son analyse? Désolé, je viens juste de me réveiller. C'est du café, pas de l'alcool. Graham était un type formidable. Il dirigeait le Conseil national du renseignement. En fait, il avait été adjoint sous Casey et d'autres. Et c'est à peu près le rôle équivalent à celui que tient aujourd'hui Tulsi Gabbard. À l'époque, il n'y avait pas de directeur du renseignement national, mais il y avait bien le Conseil national du renseignement, qui couvrait l'ensemble des 15 agences de renseignement existant alors. Son point de vue sur l'Ukraine valait donc celui de n'importe qui d'autre, car il avait de l'expérience. Maintenant, en ce qui concerne la situation actuelle, l'intérêt que j'y porte vient de mon expérience des affaires russes et soviétiques, qui remontent à trop de décennies. Je ne vais pas vous dire combien, d'accord? Alors, selon moi, quel est le plus gros changement sur les relations russo-américaines? C'est très clair. Le 5 février, le seul traité de contrôle des armements existant, appelé New START, a été négocié par Obama et Medvedev à l'époque où ce dernier était président. Lorsque Poutine ne pouvait pas immédiatement se succéder à lui-même, il a donc fait en sorte que Medvedev prenne la relève. Poutine tirait toujours les ficelles. C'est à ce moment-là que le traité a été négocié. Le 22 septembre de l'année dernière, il y a plusieurs mois, Poutine a déclaré, lors d'une occasion très officielle, le Conseil de sécurité nationale au Kremlin, « Écoutez, le traité New START arrive à expiration. Il n'y a aucun moyen de le réparer. Il a déjà été prolongé une fois pour 5 ans. Il est mort. Mais j'aimerais vraiment maintenir les limites quantitatives sur les missiles et bombes nucléaires offensifs pendant encore 1 an. Et nous le ferons. C'est tout simplement logique si les États-Unis réagissent de la même manière. » Le 22 septembre. D'accord, à l'approche du 5 février, tout le gratin russe, Lavrov, Ryabkov, son adjoint, Peskov, le porte-parole du Kremlin, et surtout Medvedev lui-même, a été mis en avant dans les médias russes pour dire
Regardez, il nous reste plus que 3 jours. Oh non, 2 jours. Medvedev, 1 jour de plus. Mais il est encore temps. Et puis il n'y a eu aucune réponse, aucune réaction publique de Trump. Cela éclipse tous les autres aspects, y compris l'Ukraine. Si Poutine n'a pas réussi à obtenir de Trump qu'il accepte le simple fait de dire « d'accord, pas de nouvelles négociations, pas de nouvelles discussions », tout ce que Trump avait à faire, c'était de dire « d'accord ». Ou il aurait pu le dire par des canaux privés et ils auraient pu le rendre public ensuite. Il n'a pas pu le faire. Alors, pourquoi? Eh bien, il y a beaucoup de gens au Kremlin qui disent « Voyons, pour l'amour de Dieu, tu penses vraiment pouvoir compter sur Trump ?» Je veux dire, il ne veut pas vraiment de progrès dans les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique. D'autres diront, eh bien, nous pensons qu'il aimerait en finir avec l'Ukraine et d'autres dossiers et avoir de meilleures relations, mais il n'est pas maître de lui-même. Il est clair qu'il ne peut pas le faire, car des milliards et des milliards, gagnés, non mérités, ont été amassés par les mêmes personnes qui figurent dans les dossiers Epstein. Ce sont ces gens-là qui dirigent les choses aux États-Unis. Alors, s'il vous plaît, Vladimir Vladimirovitch, sortez-vous de la tête que Trump peut prendre des décisions. Maintenant, c'est important, bien sûr, parce que cela influence la manière dont ils perçoivent l'Ukraine et ce que Trump pourrait faire en termes, eh bien, comme je l'ai déjà dit, de mettre du rouge à lèvres sur le cochon de la défaite inévitable dans les prochains mois, la défaite militaire. Alors, pourquoi les Russes, malgré cela, et malgré leur position plus dure, à cause de cela, Lavrov a passé les 3 jours suivants après le 5 à parler du fait que les Américains ne tiennent pas parole. Ils mentent beaucoup. Il nous avait promis de ne pas élargir l'OTAN, et boum, 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 boum. Il a beaucoup de matière. Bon, alors pourquoi? Ah, que s'est-il passé ensuite? Il y a eu un essaim de drones qui ont tenté de frapper la résidence du président ou l'Institut d'État près de Valdai, d'accord? Les gens ont dit, « Oh mon Dieu, ils ont essayé de tuer Poutine. » Je ne sais toujours pas où se trouvait Poutine à ce moment-là, mais c'est déjà assez grave. Et puis certains ont dit, « Oh non, ce n'était pas dirigé contre lui, c'était dirigé contre la CIA. » Donc non, ce n'était pas dirigé. Ce que nous savons à ce sujet vient de l'organe de la CIA qui se trouve être le New York Times ou le Washington Post, d'accord? Oh non, nous visons quelque chose dans la région. Eh bien, ce que Poutine a fait, c'est dire à son armée, « Écoutez, récupérez un de ces drones encore intacts, prenez le mécanisme de contrôle et dites-moi où était la cible. » Et la cible était, boum, juste sur la propriété de l'État, là, près de Valdai. Et Poutine dit, « D'accord, quelle technologie est utilisée là-bas ?» Là, je ne suis pas d'accord avec les experts. Scott Ritter dit que cette technologie provient directement de la CIA. C'est Palantir ou quelque chose du genre. Ça ne peut venir que de la CIA. Donc, selon lui, la CIA essaie d'assassiner Poutine juste au moment où tout cela atteint son paroxysme. Eh bien, j'ai demandé, Scott est un grand ami et c'est une mine de connaissances sur ces sujets. Alors je lui ai dit, Scott, tu en es sûr à 100%? Il a répondu, eh bien, c'est mon avis. J'ai dit, Scott, ça ne pourrait pas être une technologie de l'OTAN, non? Les Britanniques n'auraient-ils pas ce genre de matériel? Et il a dit, non, je pense que c'est sûr. Alors il a dit, écoute, mettons-nous d'accord pour ne pas être d'accord. Ton point de vue est celui-ci, le mien est celui-là. C'est pas du 100%. Eh bien, qu'en est-il de cette pièce de technologie récupérée sur un drone qui a survécu? Il a été abattu presque intact. Qu'a-t-elle révélé? Nous ne le savons pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été remise à l'attaché de défense de l'ambassade des États-Unis à Moscou, puis renvoyée à Washington et confiée à notre communauté du renseignement et à l'armée. Et quelles étaient leurs instructions? J'espère que leurs instructions étaient « découvrir si les Russes
si cela avait été fait spécifiquement par la CIA. Maintenant, qui examinerait cela? Oh, ce serait probablement la CIA. Donc, ce que je dis ici, c'est que Poutine a donné cette technologie à Trump. Je pense qu'il savait si elle pouvait être directement reliée à la CIA ou si c'était quelque chose de plus générique, de type OTAN. Quoi qu'il en soit, qu'est-il arrivé? Rien. Tous mes collègues disaient « Oh, les Russes sont furieux. Ils sont furieux, ils sont furieux. » Eh bien, oui, les Russes se mettent vraiment en colère, surtout les militaires. Mais il ne s'est rien passé. Ils ont eu ces discussions à Abu Dhabi, et en effet, mardi et mercredi de la semaine prochaine, ils auront d'autres discussions à Abu Dhabi. Des discussions à 3 niveaux. Convenu. Où est mon truc? Convenu en Alaska. Cela faisait partie de l'accord. Pas de cessez-le-feu immédiat. Et vous obtenez Zelensky, vous les États-Unis. Vous obtenez Zelensky et les Européens pour qu'ils ne fassent plus d'erreurs, et nous aurons de vraies discussions afin de trouver une solution. Eh bien, les Européens et Zelensky ont tout gâché, ou ont tout fait capoter, et c'est ce que vous entendez Lavrov dire. Quoi qu'il en soit, les choses continuent. Maintenant, on m'accuse d'être un peu naïf ou trop optimiste. Je veux dire, je peux le comprendre. Je suis quelqu'un qui voit le verre à moitié plein. Mais les négociations continuent. Alors la réponse est toujours « Oui, d'accord, mais tu n'arriveras à rien ». Je veux dire, ce sont juste ces 2 agents immobiliers, Witkoff et Eric Kushner. Ce sont des gens de l'immobilier, bien sûr, mais c'est justement de ça qu'ils parlent maintenant, de l'immobilier dans le Donbass, et ainsi de suite. Alors je reviens et je dis, écoutez, il y a une explication à tout cela. Et quand je vous entends parler, mes collègues, et vous savez, j'ai beaucoup de respect pour eux, vraiment, à moins que ça ne me coûte le cœur, je l'espère. Je dis, écoutez, la victoire sur le champ de bataille va arriver. John Mearsheimer dit que c'est la clé. Gagner sur le champ de bataille, c'est ce qui va tout déterminer. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec John Mearsheimer, et lui et moi en avons parlé. Ce n'est que la première phase, bon sang. Les Russes ont commencé cette guerre parce qu'ils avaient besoin d'une nouvelle architecture de sécurité en Europe centrale. Quelque chose qui les protégerait de gens comme les Ukrainiens, qui sont encore dirigés, dans une large mesure, par une bande de fascistes ou de nazis, d'accord? Pour éviter que cela ne se reproduise. Donc, ce que j'ai fait ces derniers jours, c'est chercher à confirmer que je pouvais avoir raison à ce sujet. Vous voyez. Et Medvedev est plutôt, eh bien, il faut le lire attentivement parce qu'il va parfois très loin. Mais sur ce point, il a raison, à mon avis. Et je vais simplement vous lire une phrase qu'il a écrite dans l'un de ses grands articles. En réalité, il se plaignait du non-renouvellement du traité New Start. Il a déclaré que la Russie remporterait bientôt une victoire militaire en Ukraine. Citation. « Mais il est tout aussi important de réfléchir à ce qui se passera ensuite. Après tout, le but de la victoire est d'éviter de nouveaux conflits. C'est absolument évident. » Fin de citation. À mon avis, tout résultat qui ne respecte pas et ne garantit pas les intérêts fondamentaux de la Russie, comme le faisait le projet de traité remis à l'OTAN et aux États-Unis en décembre 2021, tout ce qui est en deçà de cela ne permettra pas d'éviter de nouveaux conflits, pour citer Medvedev. Et c'est là tout l'enjeu. Corollaire, cela ne peut se faire sans que les États-Unis jouent un rôle majeur. Poutine veut-il la présence des États-Unis en Europe? Oui, il la veut. Pour la première fois en 60 ans de carrière, les Russes veulent la présence des États-Unis en Europe. Pourquoi? Parce que l'OTAN est morte. Il n'y a plus d'OTAN. Vous pensez que si l'Estonie provoque un incident avec Kaliningrad, l'article 5 du traité de l'OTAN sera respecté? Avant, ce n'était déjà pas certain, mais maintenant, c'est limpide.
Pourquoi Rubio n'a-t-il même pas rencontré les Européens quand il était censé le faire? Et pourquoi a-t-il annulé sa réunion il y a 2 jours à Munich? Pourquoi Rubio avait-il mieux à faire que d'assister à la dernière réunion ministérielle de l'OTAN, bon sang, là où les secrétaires d'État se rendent depuis 1949? Et comment l'explique-t-il? Eh bien, il ne l'a pas expliqué. Il a laissé à ses subordonnés le soin de dire « Écoutez, M. Rubio assiste à beaucoup de réunions. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit à toutes. » Histoire de remuer le couteau dans la plaie. Cette fois, ils ont dit « Oh, il avait un empêchement immédiat, un conflit d'agenda. » 1 heure avant cette réunion avec les Européens, il a annulé parce qu'il avait un conflit. Donc, ipso facto, quelque chose était bien plus important que de tenir sa promesse envers les Européens. L'OTAN est morte, d'accord? Cela veut dire quelque chose. Maintenant, est-ce que les États-Unis vont s'accrocher à l'Europe? Eh bien, les Russes l'espèrent bien, parce qu'ils ne veulent surtout pas que les Allemands aient la bombe, bon sang. Et voilà que les Français et les Allemands parlent d'obtenir la bombe. Et il sait aussi qu'à moins que les États-Unis ne jouent un certain rôle de garant, non pas pour protéger l'Ukraine, bon sang, ou ce qu'il en reste, mais pour protéger la Russie, afin que ce qui s'est passé en 2022 ne se reproduise pas. D'accord? Maintenant, ça peut sembler à Ray McGovern un raisonnement cohérent, mais je dirais simplement que c'est pour cela que je pense que ces discussions trilatérales en cours, qui avaient également été promises en Alaska, ont lieu. Les Ukrainiens ont dû ravaler beaucoup de fierté et affronter l'ours. Zelensky ment effrontément en disant « Oh, j'ai une garantie de sécurité à 100% de la part des États-Unis. » Et Trump ne dit rien à ce sujet. Et Poutine répond « Quoi? J'aimerais bien voir ça. » Donc il y a beaucoup de propagande, beaucoup de désinformation qui circulent. Mais rien ne va se passer très bientôt. Les Russes considèrent Trump comme le pire type de personne, quelqu'un d'aussi imprévisible, délirant, narcissique, avec ses doigts sur les codes nucléaires, qu'ils vont le ménager. Et à plus long terme, eh bien il lui reste encore 3 ans, non? Presque. Ils vont devoir composer avec lui. Peut-être que ce type imprévisible finira par céder et dira « D'accord, nous n'avons pas besoin des Européens pour ça. Nous resterons en Europe et ferons semblant que l'OTAN existe encore. Mais nous vous donnerons aussi, à vous les Russes, des garanties de sécurité en concluant un accord tôt ou tard. Cela ne se produira pas ce mois-ci, ni peut-être même cette année. Mais ils resteront engagés, et c'est ça la grande nouveauté. Bien sûr, Biden n'avait aucun engagement du tout. Blinken, chaque fois qu'il voyait Lavrov, il s'enfuyait, bon sang. Je veux dire, c'était un désastre. C'est un gros point positif en ce moment. Ils se parlent de manière confidentielle. Et je vais juste conclure là-dessus. Les Russes se plaignaient auparavant de ce qu'ils appelaient la diplomatie du mégaphone. D'accord? Donc Poutine parle à Trump, et la fois suivante, Trump raconte tout ce que Poutine lui a dit et tout le reste. Eh bien, enfin, c'est fini. C'est terminé, d'accord? Et les Russes félicitent les États-Unis. Regardez, nous menons ces négociations discrètement et nous respectons nos promesses de confidentialité. Et c'est la seule façon pour que les choses fonctionnent réellement. Et bien sûr, les médias sont en émoi, inventant toutes sortes de théories et de conspirations sur à quel point les Russes sont mauvais. Donc les médias restent le grain de sable dans l'engrenage. Mais même eux, je pense, vont devoir finir par reconnaître que les Russes ne sont pas en train de perdre et que les Ukrainiens ne sont pas en train de gagner. Et cela deviendra très très clair d'ici quelques mois, à mesure que cette guerre d'usure se déplacera vers le fleuve Dniepr. La dernière chose que je dirais, c'est que les Russes ne veulent pas aller plus loin que le Dniepr. Pourquoi je dis cela? Parce que les gens de l'autre côté du Dniepr détestent les Russes. Ils viennent d'une autre tradition.
Ce sont les Ukrainiens de l'Ouest. Il faut donc établir une sorte de cordon sanitaire ou une sorte de zone tampon là-bas, parce que Poutine ne veut pas s'emparer de toute l'Ukraine. Et je dirais encore une chose, les gens disent « Oh, tu penses que Poutine s'arrêtera là, en Ukraine ?» Biden, oui Biden, dans son dernier discours sur l'état de l'Union, a dit, je cite, « Est-ce que quelqu'un dans cette salle pense que Vladimir Poutine s'arrêtera à l'Ukraine? Il ira en Pologne. Il ira dans les États baltes. Nous devons l'arrêter maintenant. » Eh bien, Nima, comme je l'ai déjà dit dans ton émission, Poutine s'est arrêté. Il s'est arrêté 6 semaines après le début de la guerre. Il avait conclu un accord avec les Ukrainiens, et les États-Unis ainsi que le Royaume-Uni y ont mis fin. Ensuite, il y a eu Minsk, il a été trompé 2 fois sur Minsk, et cela a été reconnu par les dirigeants de l'Allemagne et de la France. Donc cette fois, il ne se contentera de rien de moins qu'une victoire militaire complète jusqu'au point où il souhaite aller, puis d'un accord qui l'empêchera d'aller encore plus loin. Il ne veut pas s'enliser dans son propre Vietnam, et il est raisonnable de ne pas le vouloir. Oui. Ray, en regardant ce que les Européens ont dit à la conférence sur la sécurité de Munich, vous savez, Sikorski, Merz, le chancelier allemand, ils sont tellement bellicistes à propos du conflit en Ukraine. Ils veulent une forme d'escalade. Même en Allemagne, on parle de transférer la production de drones en Allemagne, de travailler avec les Ukrainiens. Penses-tu que l'Europe sait encore, face à la décision sur ce que sera l'avenir avec la Russie? Quel est cet avenir? Parce qu'on perçoit en quelque sorte ces voix contradictoires venant d'Europe. D'un côté, certains Européens disent qu'il faut commencer à parler avec les Russes. De l'autre, on voit ces politiques très dures envers la Russie. Alors, où en est l'Europe aujourd'hui? Eh bien, prenons Merz, Friedrich Merz en Allemagne. Il y a un mois, il a dit « Regarde la carte, étoile trussard, oui, c'est pas tout à fait trop. Récit d'Europe. » Alors peut-être devrions-nous reconnaître cela et traiter avec la Russie. Les 3 fois suivantes où il a pris la parole, il parlait du fait qu'il allait y avoir une guerre, qu'il fallait se préparer. Ce ne sera que dans 3 ans, donc nous avons le temps. A-t-il une sorte d'accord, Sotovos avec Poutine, selon lequel Poutine attendrait 3 ans, le temps que les Européens soient prêts? Mon Dieu. Ouais. Donc Merz est un électron libre, d'accord? Il ne comprend rien à la réelle politique. Et ce n'est qu'une question de temps, à mon avis, avant que les Allemands ne se disent « Oh, attendez une seconde. Nous avons regardé Nima, par exemple, et les invités de Nima disent que la Russie n'est pas une drohung. Ce n'est pas une véritable menace pour l'Europe, ni pour les États-Unis, ni pour quiconque veut simplement qu'on lui fiche la paix, comme les Chinois, d'accord? Alors pourquoi réduisons-nous nos programmes de protection sociale? Pourquoi perdons-nous nos emplois? Pourquoi faisons-nous tout cela pour quelque chose qui n'existe pas? En d'autres termes, peut-être qu'ils se rendront compte que l'Union soviétique s'est effondrée vers 1989 ou 1990 et que le régime qui lui a succédé, si l'on peut l'appeler ainsi, n'a aucune intention d'enterrer l'Occident, ni de convertir l'Occident au communisme. C'est à partir de ce paradigme que Joe Biden travaillait. Et dans la mesure où Sullivan et Blinken étaient des partisans de la politique de confinement, ils ont agi de la même manière. Le paradigme est différent aujourd'hui. L'Europe souffre économiquement. Elle n'a actuellement aucune capacité militaire. Cela me rappelle la remarque de Staline pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelqu'un lui avait dit « Eh bien, le Vatican est contre ce que vous faites. » Ils pourraient même s'exprimer parce qu'ils sont... Eh bien, souvenez-vous de la célèbre remarque de Staline. Combien de divisions le pape a-t-il? Combien de divisions l'Europe a-t-elle?
Même Poutine lui-même, il y a environ 4 semaines, a dit « Regardez, l'Europe n'est rien d'un point de vue militaire sans les États-Unis. » D'accord ? Donc toutes ces prétentions sur ce qu'ils vont faire, ils ne peuvent pas le faire sans les États-Unis. À voix basse, ils n'ont plus les États-Unis. C'est la nouvelle réalité. Le secrétaire d'État américain ne va même plus aux réunions de l'OTAN. Comme vous vous en souvenez probablement, j'avais prédit lors du dernier sommet de l'OTAN que le prochain à Téhéran n'aurait pas lieu. Je maintiens cette prédiction. L'OTAN est finie. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à ce sujet, car les Russes ne considèrent pas l'OTAN comme une véritable menace. Sauf, mon Dieu, quand je vois les Français dire « Oh, regardez, nous avons cette arme nucléaire, partageons-la avec les Allemands. » Je pense que si les Russes voient un réel progrès vers cet objectif, ils vont intervenir fortement auprès des États-Unis dans un premier temps, car il existe une relation de travail avec les États-Unis, et Trump l'a instaurée. Même Lavrov, dans ses discours les plus percutants, reconnaît que Trump est nettement meilleur en matière de relations de travail, de liens et de capacité à communiquer. Je pense que lui, Trump et Poutine se sont déjà parlé 7 ou 8 fois, du moins à ce que nous savons. Et bien sûr, il y a eu d'autres grandes réunions, 7 entre Witcroft et Poutine. Maintenant, pour conclure là-dessus, quand les gens disent que c'est un effort perdu, ou qu'ils disaient autrefois que ces 28 points étaient mort-nés, tout à coup, Witcroft et Kushner arrivent à 11 heures du soir au Kremlin, et pendant les 5 heures suivantes, Poutine passe en revue les 28 points. Il a ensuite été interviewé à la télévision russe, et je lui ai demandé, « Eh bien, comment c'était ?» Il a répondu, « Oh mon Dieu, c'était trop long. C'était trop long, mais nous avons couvert presque chacun de ces 28 points. » Alors, écoutez, ce que je dis, c'est reconnaissez la réalité. Reconnaissez le fait que Poutine est bien plus intelligent que moi, même plus intelligent que toi, Nima, et surtout plus intelligent que certains de mes collègues. Donc dire que c'est voué à l'échec ou que cela ne marchera jamais passe à côté de l'essentiel. Il y a des raisons pour lesquelles Poutine fait cela et pour lesquelles Trump reste impliqué. Voyons donc comment les choses évoluent. N'attendez pas de progrès ce mois-ci ni le mois prochain, mais ces démarches se poursuivent dans l'esprit d'Anchorage, qui n'est pas encore totalement mort. Ray, l'autre aspect du conflit, en tenant compte de la politique étrangère des États-Unis, concerne ce qui se passe en Asie de l'Ouest autour de l'Iran. Les États-Unis renforcent leur présence militaire autour de l'Iran et tentent d'exercer une pression économique, militaire, sociale, de toutes les manières possibles, afin de placer le gouvernement sous une pression considérable. Mais d'un autre côté, on voit aussi le rôle d'Israël. Benjamin Netanyahou. Chaque fois qu'il y a des discussions ou des négociations entre l'Iran et les États-Unis, on voit les négociateurs, Steve Witkoff et Jared Kushner, se rendre en Israël avant les pourparlers. Et après les négociations, on les voit parler à Netanyahou. Puis Netanyahou se rend aux États-Unis, coordonnant tout. Voyez-vous une guerre se profiler entre l'Iran et les États-Unis? Parce que d'un côté, si l'on regarde la situation logiquement en ce moment, la dernière chose dont les États-Unis ont besoin, c'est d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Vraiment la toute dernière chose, car ce ne sera pas une guerre rapide. Ce sera une guerre d'usure, et voilà, quelque chose de semblable à ce que nous observons depuis plus de 4 ans en Ukraine. Comment voyez-vous la situation, l'escalade au Moyen-Orient? Je suis content que tu aies posé la question. Ce serait vraiment une très mauvaise chance, une mauvaise image, comme on dit de nos jours, une mauvaise image d'être engagé dans une guerre avec l'Iran,
à l'approche des élections de mi-mandat. Maintenant, je pense que Trump, ces gens de l'ICE et d'autres se préparent à faire en sorte que les élections de mi-mandat n'aient pas lieu ou qu'elles se déroulent de manière plus favorable que ce qui serait normalement le cas. Voilà pour un point. L'autre point, c'est que les Américains en ont assez de la guerre. Une autre guerre au Moyen-Orient, et comme vous le soulignez à juste titre, il n'y a aucune perspective d'une sorte de répétition de la guerre de 12 jours en juin. D'accord? Les Iraniens l'ont clairement fait savoir. Maintenant, comment tout cela a-t-il commencé? Je vais aborder la question du point de vue d'un analyste du renseignement. D'accord? J'ai également servi 2 ans dans le renseignement militaire. Le renseignement militaire n'est pas un oxymore. Il fonctionne et il est vraiment précieux, car sans lui, on ne peut pas porter de jugement politique. Mais se fier uniquement au renseignement militaire peut vous induire en erreur, car cela ne donne pas le poids nécessaire aux considérations politiques. Permettez-moi de vous donner un exemple. Quand je travaillais à la CIA, dans la division d'analyse, d'accord, nous ne renversions pas de gouvernement, ni ne torturions qui que ce soit, d'accord. Nous étions des analystes, et pendant la majeure partie de ma carrière, je pouvais dire les choses telles qu'elles étaient. J'étais analyste spécialiste de l'Union soviétique, puis chef de la section soviétique, ensuite chef de la section de politique étrangère. Et nous pouvions dire à nos dirigeants ce que nous pensions. Alors, quand Casey et Bobby Gates sont arrivés, nos dirigeants ont dit « Non, les Russes sont vraiment mauvais, on ne peut pas leur faire confiance, et il ne faut même pas penser qu'on pourrait faire du contrôle des armements avec eux. » Eh bien, certains d'entre nous ont réussi à atteindre des gens comme le secrétaire Shultz et le vice-président George H.W. Bush. Pour faire court, ils ont réussi à convaincre Reagan que nous, la minorité, les dissidents de la CIA, avions raison, qu'il était possible de négocier avec Gorbatchev. En fait, j'ai une petite anecdote à ce sujet. J'ai appris au vice-président George H.W. Bush à prononcer Gorbatchev. Il me dit, oui, d'accord, garbage, tu sais, la Russie, tu as enseigné la Russie. Comment on dit ça? Alors, c'est facile, monsieur le vice-président. Dites garbage. Maintenant, dites off. Maintenant, mettez l'accent sur off et dites-les ensemble. Gorbatchev. Vous y êtes, monsieur le vice-président. C'est Gorbatchev. Maintenant, je peux expliquer pourquoi le E non accentué devient E à la fin, mais enfin, vous avez compris. Ouais, je n'ai pas besoin d'en savoir plus, Gorbatchev. C'était le seul à le prononcer correctement. Reagan a essayé, mais il n'arrêtait pas de dire Gorbatchev. Bref, le vice-président Bush était quelqu'un qu'on pouvait convaincre. Je le connaissais depuis l'époque où il était à la CIA, cette année-là, en 1975. D'accord? Je le tenais alors informé sur différentes choses. Ils ont donc réussi à influencer Reagan, et après l'Empire du Mal, en moins d'1 an, nous avons eu le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Bon sang. Qui éliminait toute une catégorie d'armes nucléaires de portée intermédiaire et plus courte. Je n'aurais jamais cru que ce soit possible, mais ça l'a été. Elles ont été détruites sur place, et mon ami Scott Ritter a été le premier à se rendre sur le terrain pour le vérifier, dans cet endroit épouvantable appelé Votkinsk, dans les monts Oural, afin de s'assurer qu'elles étaient bien détruites. Tout ce que je dis ici, c'est qu'il faut les deux. Il faut les deux. Des personnes capables d'avoir une vision plus large. Sur le plan organisationnel, à cette époque, je travaillais au bureau du renseignement courant. C'était essentiellement du renseignement politique. Avions-nous besoin d'apports militaires? Avions-nous besoin d'apports économiques? Bien sûr que oui. C'était un autre bureau, le bureau de la recherche économique, ainsi que le bureau de la recherche stratégique. Les spécialistes de la recherche stratégique faisaient l'analyse militaire, les économistes. Alors, où tout cela se rejoignait-il? Eh bien, cela se rejoignait dans le bureau de direction,
le chef du département, le directeur adjoint du renseignement, comme nous l'appelions. Et il devrait dire, d'accord, qu'en penses-tu? D'accord, qu'en penses-tu? Nous avions toute liberté pour dire ce que nous pensions. Puis il décidait quelle était l'analyse la plus convaincante. Une fois, les choses se sont passées ainsi. Nous avions des preuves que les Chinois, pendant la guerre du Vietnam, empêchaient les armes soviétiques de traverser la Chine pour parvenir au Vietnam et soutenir le mouvement de libération nationale et Ho Chi Minh. Nous avions obtenu ce renseignement par des moyens très techniques, d'accord? Et j'ai dit, mon Dieu, s'il y a bien quelque chose qui montre que les Chinois et les Russes se détestent et ne coopèrent même pas pour soutenir leurs partenaires idéologiques, c'est bien cela. L'analyste chinois a dit, non, non, cela ne pourrait jamais arriver. Les Chinois ne feraient jamais, jamais, au grand jamais, une chose pareille. Eh bien, finalement, nous avons obtenu des informations encore plus concluantes. Les avions n'étaient pas autorisés à décoller de lieux situés juste au-dessus de la Chine et de l'Union soviétique. Il y avait donc cette friction, mais cette friction pouvait être résolue au plus haut niveau. Maintenant, au sujet du Vietnam, un phénomène similaire s'est produit. Mon collègue Sam Adams. D'ailleurs, Sam Adams faisait partie du même programme de formation des jeunes officiers que Graham Fuller et moi. C'était un vrai professionnel. Il venait de Harvard, était allé à la faculté de droit de Harvard, n'aimait pas étudier le droit, et était venu rejoindre ceux qui faisaient partie de cette nouvelle CIA. Il a alors compté le nombre de communistes vietnamiens sous les armes. Ça n'est même mystère auparavant. Nous parlons de 1964, l'année où nous avons chacun reçu nos portefeuilles. Le mien portait sur la Russie et la Chine, la Russie et le reste du mouvement communiste. Le sien, c'était le Vietnam. Compte-les, Sam. Vois combien ils sont. Nous n'avons pas eu d'estimation depuis le départ des Français en 1954. Alors nous nous engagions dans une guerre avec ce genre de... Enfin, pour faire court, Sam a compté entre 500 000 et 600 000 Vietnamiens sous les armes dans le Sud. D'accord? Eh bien, le général Westmoreland n'autorisait que 289 000 hommes à être en Afrique du Sud-Vietnam. Ça paraît fou, non? Je dis un jour à Sam, « Sam, quand un général est en guerre, n'a-t-il pas plutôt tendance à exagérer le nombre d'ennemis qu'à le minimiser ?» Et il m'a répondu, « Ray, il faut que tu comprennes, les journalistes à Saigon, ce ne sont pas les types les plus brillants du monde, mais ils savent faire des additions, d'accord? Et comme nous tuons 1000 WC toutes les 2 semaines ici, ils savent additionner les chiffres. Et si tout à coup nous disions, oh non, il y en a 500 ou 600 000, Westmoreland ne pourrait pas obtenir plus de troupes, d'accord? Et ça a toujours été comme ça, Ray. C'était le 20 août 1967. Il dit, Ray, un message est arrivé du général Abrams, qui était l'adjoint de Westmoreland. Et ce message disait, et je cite, car cela a été révélé depuis, « Nous ne pouvons pas divulguer les chiffres réels qu'Adams et d'autres ont établis, parce que nous avons présenté une vision de progrès dans cette guerre. Et il n'y a aucun moyen d'ajouter suffisamment de réserves pour empêcher la presse à Saigon de tirer une conclusion erronée et pessimiste. » Fin de citation. J'ai dit, Sam, il a vraiment mis ça par écrit? Il a répondu, je l'ai lu ce matin. Il faut que tu montes au bureau du directeur. C'est confidentiel, mais oui. D'accord, voilà, c'était là. En résumé, Sam a fait une estimation. Il a convaincu toutes les agences de renseignement à Washington qu'il avait raison, sauf l'armée, bien sûr, à cause de Westmoreland.
Nous avons réalisé l'estimation. Le United States Intelligence Board s'est réuni. Il y avait environ 14 ou 15 agences à l'époque. Le directeur Helms présidait la réunion. Et à la fin, il a dit, « Nous allons remettre cela plus tard. Nous n'allons pas adopter cette estimation. » Il nous a convoqués et a dit à Sam, « Sam, bon travail, mais tu ne comprends pas. Ma mission principale est de protéger la Central Intelligence Agency. Et il n'y a aucun moyen que je puisse protéger la CIA si je me retrouve dans une querelle avec l'armée américaine en guerre. Alors oublie ça. Nous n'allons pas utiliser les bons chiffres. » Que s'est-il passé 3 mois plus tard? L'offensive du Tet, à l'échelle nationale. Devinez combien de troupes Viet Cong? Oh, entre 500 000 et 600 000 personnes. Johnson a décidé qu'il ne se représenterait pas. Ce que je veux dire ici, c'est que si vous avez un analyste honnête, vous pouvez présenter toutes sortes d'éléments avec des apports économiques et stratégiques. Et c'est ce que nous avons fait en préparant les négociations initiales du SALT en 1972, qui ont effectivement abouti au traité sur les missiles antibalistiques. Donc, cela peut fonctionner, mais cela peut aussi être détourné par des personnes sans scrupules qui pensent que leur rôle est de protéger l'agence. L'agence comptait probablement 1 millier d'agents, 1 millier d'officiers traitants au Vietnam, tous disant à Westmoreland, « Oui, tout va bien, tout va bien. » En d'autres termes, l'honnêteté devrait prévaloir. Et il ne s'agit pas seulement d'honnêteté, mais aussi de la capacité à rassembler à un haut niveau les aspects économiques, stratégiques et politiques ici. Maintenant, si je passe tout cela en revue, c'est parce que nous avons d'incroyables analystes militaires, et tu as parlé à 2 d'entre eux juste hier. Larry, d'accord, Larry Wilkerson et Larry Johnson. La richesse des détails qu'ils ont fournis sur l'équilibre des forces à l'extérieur et à l'intérieur de l'Iran est incroyable, d'accord? Et le renseignement militaire est un signe canon pour porter de bons jugements. Mais il faut regarder en arrière vers le passé, pas si lointain dans ce cas. Que s'est-il passé en juin? Eh bien, en juin, les Iraniens ont été trompés. Ils pensaient que les États-Unis allaient leur parler. Au lieu de cela, Netanyahou, puis plus tard les États-Unis, ont essayé d'anéantir leur site nucléaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'était en juin. Tu dis juin, il y a 6 mois. Et comment ça s'est terminé? Eh bien, dès que les Iraniens se sont relevés, ils ont commencé à tirer des missiles sur Israël. Des missiles contre lesquels le dôme de fer, ou le dôme d'or, ou le dôme de platine, je ne sais plus quel dôme on a maintenant, n'a pas pu les arrêter, d'accord? Les missiles Patriot, ces missiles ont atteint des cibles très sensibles. Ces engins volent à 10 ou 12 fois la vitesse du son. Il n'existe aucune défense contre eux. Tout le monde le reconnaît. Alors qu'a fait Netanyahou? Il a appelé Trump. Il lui dit, on fait une pause. Pause, il faut une pause. Et Trump a dit, d'accord, faisons une pause. Et le temps mort est arrivé. Maintenant, Larry Johnson a dit hier qu'il n'aurait pas dû y avoir de temps mort, que Trump aurait dû laisser Israël être anéanti par tous ces missiles que l'Iran possédait encore et n'avait pas utilisés. Voilà pour le passé récent. Donc en regardant tout cela, je me dis, attendez une seconde, est-ce qu'Israël veut être anéanti? Anéanti, pour reprendre le terme de Trump. Existe-t-il aujourd'hui une défense qui empêcherait Israël d'être anéanti? Les bases américaines dans la région veulent-elles être anéanties? Que disent les États du Golfe? Ah, ils ne veulent pas que le président fasse cela. Vous savez, j'ai toujours été un peu à part sur ce sujet, peut-être 1 sur 10, d'après ce que je peux voir, en disant, écoutez, il y a des raisons pour lesquelles ce serait vraiment stupide. Et même Netanyahou pourrait s'en rendre compte. Et cela est entré en jeu il y a environ 3 semaines, lorsque c'est Netanyahou, entre autres, qui a dit « Oh, nous ne sommes pas encore prêts. Ne le faisons pas tout de suite, tu sais. »
Alors que se passe-t-il? Trump commence à négocier avec l'Iran et Oman. Oh mon Dieu! Non seulement cela, mais on demande à Trump de commenter et il dit « Oh, c'était de très bonnes discussions que nous avons eues à Oman avec les Iraniens. C'était il y a environ 10 jours. » Très bien, Netanyahou appelle la Maison-Blanche et dit « Je dois venir maintenant. Je ne peux pas attendre une semaine de plus. Je dois venir maintenant. » Et donc, mardi, je crois que c'était mardi, peut-être lundi, il y a environ 4 jours, il rencontre Trump à la Maison-Blanche. Maintenant, tout le monde le sait, car Netanyahou l'a clairement indiqué. Ce qu'il veut, ce sont 3 choses, d'accord? Pas d'armes nucléaires, 0 enrichissement d'uranium et la fin du soutien au mouvement de libération ou aux terroristes dans la région. Voici les conditions. Si vous ne les respectez pas, boum. Cette fois, nous allons anéantir l'Iran sans subir de représailles. Waouh! Alors, que se passe-t-il? L'affaire arrive à la Maison-Blanche. Et quel est le résultat? Le résultat n'est énoncé que par Trump. Et ce qu'il dit, c'est « Nous insistons ». Le mot de Trump, nous insistons pour que les négociations se poursuivent à Oman avec les Iraniens. Nous n'avons pris aucun autre engagement envers les Israéliens. Point final, fin de citation. Que dit le communiqué final? Oh, il n'y en a pas eu. Et la conférence de presse traditionnelle pour Netanyahou? Oh, il n'y en a pas eu non plus. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'être un analyste chevronné pour comprendre que ça ne s'est pas bien passé, que cela n'a pas été bien reçu pour Netanyahou. Eh bien, Larry Wilkerson, pour qui j'ai une grande admiration, dit que la dernière fois, les Israéliens ont menacé d'utiliser une arme nucléaire. Je considère ça comme un fait, si Larry le sait et le croit. Ce n'est pas ce que quiconque souhaite, en particulier Trump, à l'approche des élections de mi-mandat. Alors que va faire Trump? Eh bien, il fera ce qu'il fait toujours. Il mettra en place une campagne, une situation où il pourra parler aux Iraniens et dire « Eh bien, très bien, je n'ai pas envoyé 1, mais 2 porte-avions. Et les Iraniens ont enfin accepté de ne pas développer d'armes nucléaires. L'enrichissement, eh bien, ils ont dit qu'ils étaient prêts à placer une partie de l'uranium enrichi ailleurs, comme en Russie ou en Turquie, ou quelque chose comme ça. Donc, nous avons un accord ici, et c'est grâce à mes menaces. C'était une armada, pas comme l'armada espagnole, attention. C'était une armada américaine, d'accord? Et c'est ça qui a fait la différence, c'est tout à fait possible. Je parierais que c'est comme ça que ça va se terminer. Pourquoi? Parce que les Iraniens ont été très clairs, comme tu le sais bien, toi qui reviens tout juste de Téhéran, qu'ils n'allaient pas faire ce tour de magie du genre « Oh, on va faire une pause au lieu d'anéantir Israël. » Et les États-Unis pourraient penser qu'ils peuvent faire une frappe éclair, entrer et sortir, comme Trump aime le faire, mais ce ne sera pas possible. Je prends Arakchi et tous les autres, les militaires, disant « Écoutez, cette fois, ça n'arrivera pas. Si vous nous attaquez, peu importe la précision de vos frappes, oubliez vos bases militaires dans la région et oubliez Israël parce que nous avons démontré notre capacité à envoyer des missiles qui ne s'arrêteront pas et ne pourront pas être interceptés vers Israël. Et c'est exactement ce que nous allons faire, d'accord? Alors, que va faire Trump? Je pense qu'il va aller à Oman, essayer de parler aux Iraniens. Et Arakchi, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères en Iran, n'est-ce pas? Oui, il était à l'antenne. Je crois que vous avez diffusé un extrait hier. Oui, il va partir. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il se rendait à Genève. Le prochain cycle de discussion aura lieu mardi à Genève. Mais encore une fois, les représentants d'Oman seront les médiateurs entre les deux parties. Oman sera présent pour coordonner les négociations. That's good news, Nima. I hope you agree.
C'est une bonne nouvelle, Nima. J'espère que tu es d'accord. Arakchi n'est pas un amateur. Je veux dire, les ministres iraniens des Affaires étrangères ont été remarquables. Il suffit de voir le JCPOA, le plan d'action global commun visant à limiter le potentiel nucléaire de l'Iran. Donc il me semble que Trump va jouer cette carte, malgré les flatteries de Netanyahou. Je pense que Netanyahou est dans une situation, je ne sais pas, les gens disent qu'il est en position délicate sur le plan intérieur. Je ne peux pas vraiment l'évaluer, car d'autres sondages montrent que les Israéliens ne le soutiennent pas à 100%, mais à environ 70%. Donc je pense qu'on ne peut pas faire confiance à Netanyahou. Mais si Netanyahou menace à nouveau, comme Larry Wilkerson l'a mentionné hier, menace d'utiliser une arme nucléaire en dernier recours, eh bien, je pense que les États-Unis réagiront comme il se doit, à savoir, ne les mettons pas dans une situation de dernier recours. Et vous les mettez dans une situation d'extrême urgence en attaquant l'Iran. Ainsi, Arakchi a été éloquent en disant « Écoutez, vous savez, j'ai combattu pendant une guerre. Je suis un vétéran. Je crois avoir été blessé plusieurs fois. Maintenant, je suis diplomate. Je privilégie l'approche diplomatique. Et nous allons maintenant à Genève. C'est une excellente nouvelle à mon avis. Et ici encore, je voudrais simplement déduire la différence entre le renseignement militaire et le renseignement politico-économique global. D'accord? Économiquement, si les Iraniens fermaient le détroit d'Ormuz, nous parlerions d'une catastrophe économique mondiale. C'est ce qui se produirait. Ont-ils menacé de le faire? Oui, ils l'ont fait. Est-ce une menace crédible? Un jeu d'enfant. Ils peuvent le faire facilement, d'accord? Voilà donc un aspect de la question. Ensuite, Trump veut-il s'impliquer dans une guerre? Ce ne sera pas une guerre de courte durée avec l'Iran, surtout avec les élections de mi-mandat qui approchent. Et enfin, les dossiers Epstein. Aujourd'hui, Trump est dans ce qu'on appelait autrefois, eh bien, il est dans de beaux draps, si l'on peut dire. Pourquoi? Hier encore, une avocate très courageuse, membre du comité judiciaire de la Chambre, une députée de Seattle, a lu les 47 noms que le directeur du FBI avait supprimés. Et le 47e était Donald J. Trump, qui aurait effectué plus de visites sur l'île d'Epstein que quiconque, à part Epstein lui-même. Et toutes ces personnes, les accusateurs, combien de témoins y avait-il contre lui? Il y en avait 37. Donc ce que Patel doit comprendre, c'est qu'ils sont sur sa piste. Les personnes travaillant au FBI et au département de la justice ont encore une conscience suffisamment pour transmettre les informations, et c'est parfaitement légal selon la loi, de les remettre aux commissions de surveillance de la Chambre et du Sénat. Donc, Trump est sous une grande pression avec cette affaire Epstein. Et si, comme je le pensais et le disais il y a 3 mois, le potentiel de chantage d'Epstein que les Israéliens détiennent explique l'incapacité de Trump à arrêter le génocide, bon sang, et la famine forcée, eh bien, en ce moment, les Israéliens ont probablement encore plus de choses sur Trump. Mais je ne sais pas si le levier est aussi puissant qu'avant, parce que nous avons tous plus d'informations sur Trump, et elles sont dans des documents qui révèlent des choses terribles sur Trump. De jeunes filles, d'accord? Nous avons 3 filles et 6 petites filles. L'idée que l'une d'entre elles puisse être soumise à ce genre de choses est tout simplement horrifiante. D'accord? Donc Trump doit gérer cela. Très bien. La dernière chose que voudrait toute personne censée à Washington, c'est une autre guerre où les gens pourraient commencer à penser que l'Iran n'était en réalité pas une menace pour les États-Unis, que l'Iran n'est qu'une menace perçue pour Israël. Et donc, nous nous retrouvons impliqués dans une autre guerre au nom d'Israël, comme en Irak, comme dans d'autres conflits. Eh bien, c'est pas une bonne image non plus, quand on y réfléchit, surtout avant les élections de mi-mandat. Donc je suis maintenant plus qu'à moitié optimiste, peut-être même aux 3/4,
quant à ces négociations à Genève. Oui, ils sont médiés par les Omanais, je suppose. D'accord. Mais c'est bien, au moins ils discutent. Très bien. Y a-t-il une possibilité que les États-Unis refassent le même genre de coup qu'ils ont fait la dernière fois? Oui, il y en a une. Y a-t-il des gens dans notre armée qui aimeraient faire ce genre de choses, ou qui sont des néoconservateurs? Oui, il y en a. Trump est-il complètement aux commandes? Non, il ne l'est pas. Donc c'est une poudrière. Mais j'ai toujours été plutôt optimiste, pensant que le bon sens et l'expérience de juin pendant la guerre de 12 jours finiraient par s'imposer. Et enfin, la façon dont je vois les choses, c'est qu'après la guerre de juin, Trump dit à la CIA, « Pouvez-vous organiser une insurrection, renverser le gouvernement à Téhéran ?» Et la CIA dit, « Oui, monsieur, bien sûr que nous pouvons. Nous l'avons fait en 1953. Les Britanniques nous ont aidés. Il suffit de dépoussiérer les dossiers et de voir comment s'y prendre. Aucun problème. » Alors ils essayent. Et que se passe-t-il? Tout à coup, ils ne peuvent plus communiquer avec leurs agents. Tout à coup, Starlink est hors service, probablement avec l'aide des Russes. Tout à coup, la soi-disant insurrection s'essouffle. Même Netanyahou dit, « Eh bien, ne le faisons pas maintenant. Attendons, d'accord? » Alors voilà Trump, il va voir l'armée et dit, « D'accord, vous étiez aussi tiède à ce sujet. Qu'en pensez-vous? » Et l'armée dit à Trump, « Alors la CIA t'a dit quoi? » Oh, la CIA m'a dit qu'on pouvait faire cette attaque rapide et qu'il y aurait une insurrection. Hein? La CIA t'a dit ça? Oublie. Ce n'est pas ce qui va se passer. Et comme Larry Johnson et Larry Wilkerson l'ont souligné hier, il y a toutes sortes de facteurs militaires sur le terrain. Et les portées, je veux dire. L'armée de l'air ne sait plus faire des additions ou des soustractions. Je veux dire, ils connaissent la portée d'un F-35. Ça me rappelle l'Irak, d'accord? Le même genre de folie, non? Nous allons trouver des armes de destruction massive. Secrétaire Rumsfeld, quand allez-vous faire ça? Eh bien, laissez-nous tranquilles. L'Irak a la taille du Texas, donc ça va prendre un certain temps, non? Bon, eh bien, devinez quoi, les amis? L'Iran a la taille de l'Europe. Tout cela est très dispersé. L'Iran dispose d'un moyen de dissuasion, d'accord? C'est peut-être ça que j'essaie vraiment de dire. Il a un moyen de dissuasion, et notre armée ne peut rien faire sans subir de terribles pertes, en infligeant de terribles pertes à elle-même, et sans pour autant l'emporter sur l'Iran. Et comme effet secondaire, elle subirait la destruction d'Israël, sinon totale, du moins en grande partie. Donc ironiquement, et peut-être que quelqu'un l'a dit à Trump, il semble que la Palestine va obtenir son état du fleuve à la mer, car Israël serait anéanti, pour reprendre ce terme. Merci beaucoup, Ray, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Eh bien, merci, Nima Al-Khorshid, d'être venu. À bientôt. Nos discussions habituelles sont de retours. D'accord, je suis content que vous m'ayez invité sans Graham Fuller. Je veux dire, c'était lui le vrai cerveau de notre petit duo. Nous pleurons sa perte, mais je ferai de mon mieux. Tu es formidable, Ray. Tu es formidable. Et nous avons perdu Graham Fuller, qui était un ami très très cher et un être humain décent. Merci, Ray. Thank you, Ray. Je vous en prie.